Gabriel Attal, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Porte-parole du gouvernement, de nombreux sujets ce matin. Nous allons parler de la Grande-Bretagne, des migrants. Nous allons parler de la pêche, mais je voudrais commencer avec le Covid. Il faut sauver les fêtes de fin d'année, disiez-vous avant-hier, sont-elles menacées ? Il y a une vigilance à avoir, une préoccupation à avoir face à une épidémie qui a repris très fort, de façon fulgurante. On a encore aujourd'hui une augmentation de quasiment 80% des contaminations sur une semaine. On a atteint aujourd'hui le niveau qu'on avait atteint au pic de la 4e vague cet été. Et la dynamique semble continuer à être la même, c'est-à-dire une augmentation très forte, fulgurante. Donc évidemment, il faut être très vigilant. Ce qu'on a accru depuis cet été, c'est la couverture vaccinale dans notre pays. Les Français se sont massivement fait vacciner. Et donc, on voit aujourd'hui qu'on ne constate pas la même augmentation à l'hôpital en réanimation que celle qu'on constate pour les contaminations. Et donc, il faut continuer à maintenir cette avance qu'on a grâce à la vaccination, notamment en faisant le rappel. C'est pour ça qu'on l'a ouvert à tous les Français de plus de 18 ans à partir de ce week-end. Olivier Véran l'a dit hier, notre destin est entre nos mains. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité à ce que cette 5e vague emporte tout sur son passage et nous oblige à reprendre des mesures, évidemment, qu'on ne veut pas voir revenir dans notre pays. Bien, alors justement, pas de restriction de circulation pour Noël. Il n'y aura pas de restriction de circulation. Mais tout ce qu'on a annoncé hier, toute la mobilisation des Français autour du rappel qu'on constate depuis hier, avec, je crois, 1 million de rendez-vous qui ont été pris hier dans la journée. 1,2 million. Elle vise précisément, Jean-Jacques Bourdin, à ce qu'on puisse passer les fêtes les plus normalement possibles. Donc pas de restriction, pas de fermeture d'établissement, pas de couvre-feu et pas de confinement à Noël. On l'a dit, c'est notre cap. Notre cap, c'est de ne pas en revenir à des mesures de fermeture, de couvre-feu, de confinement. Et toutes les décisions qu'on est amené à prendre, tous les efforts qu'on demande aux Français, aux entreprises, à l'ensemble des acteurs de notre territoire pour faire respecter les règles, les mesures barrières et faire se déployer la campagne de rappel vaccinal, elles visent précisément à nous empêcher d'avoir à revenir sur ces mesures. Nous passerons les fêtes de fin d'année librement. Mais Gabriel Attal. Tout ce qu'on fait, ça vise à cet objectif, évidemment. Un nouveau et vous vous variant. souvenez que l'an dernier, il y avait eu des inquiétudes sur les fêtes de Noël. Je me souviens, c'est pour ça que je vous pose la question. Et d'ailleurs, on a fait le choix de laisser les Français aller faire les fêtes de Noël en famille, se déplacer en France, se rassembler. Il y a des personnes à l'époque qui avaient dit « vous prenez des risques inconsidérés, il va y avoir une explosion des contaminations juste après les fêtes de Noël ». On ne l'a pas constaté. Pourquoi ? Parce que les Français ont été très responsables. L'an dernier, ils se sont réunis pour Noël, ils ont quand même fait attention. Voilà, il y a une grande responsabilité des Français. En même temps, il y a une lassitude que je comprends parfaitement. Les Français, ils en ont marre. Ils aimeraient qu'on passe à autre chose, qu'on mette cette épidémie derrière nous. Mais d'ailleurs, comme tout le monde dans le monde, parce que tout le monde est confronté à cette 5e vague. Et évidemment, on va tout faire pour. Un nouveau variant détecté en Afrique du Sud avec un potentiel de propagation très rapide. Ça vous inquiète ? Que savez-vous de ce variant ? Pour l'instant, assez peu de choses. J'en ai encore parlé avec la Direction générale de la santé hier soir. On récolte des informations en ce moment même. Il y a des réunions qui se tiennent. Est-ce que nous allons interdire les vols en provenance d'Afrique du Sud ? On a toujours pris les mesures dès lors qu'il y avait des pays où il y avait une circulation importante du virus et un variant qui nous inquiétait. On a toujours pris des mesures de protection. On en est au stade aujourd'hui. On est en train de compiler les informations dont on dispose. Avant de décider. Il y a des liens avec l'Organisation mondiale de la santé. Je dis ça parce que le Royaume-Uni vient de fermer les vols en provenance d'Afrique du Sud et des pays voisins. J'ai vu ça, mais vous savez, il y a des réunions en cours et il y a un travail en cours. Et dans les tout prochains jours, si ce n'est les prochaines heures, on y verra un peu plus clair et on prendra des décisions, évidemment, si c'est nécessaire. On a toujours pris ces décisions, notamment quand il y avait des variants qui nous inquiétaient. Bien, je veux rappeler aussi qu'on a aussi beaucoup développé nos mesures de séquençage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, l'essentiel des contaminations et des tests positifs, on peut les séquencer pour voir à quel variant ça correspond. C'est le variant Delta qui est quasi exclusivement aujourd'hui en circulation en France. Mais évidemment, on surveille ça de très très près. Bien, la vaccination, dès samedi, dose de rappel possible, dès demain, dose de rappel possible recommandée pour toutes les personnes majeures, dès 5 mois après la dernière injection. C'est très clair, c'est un rappel, 3e dose, donc 5 mois de délai. Où se faire vacciner ? Partout, vous ouvrez de nouveaux centres de vaccination partout en France ? Oui, on va rouvrir des centres de vaccination. Il y avait au pic 1600, je crois, centres de vaccination en France. On est aujourd'hui à 1100. Pourquoi ? Parce que la vaccination s'est beaucoup développée en ville, comme on dit. C'est-à-dire chez les pharmaciens, chez les médecins, chez les masseurs-kinés, chez beaucoup de professionnels de santé, les sages-femmes qui peuvent vacciner. Et c'est pour ça qu'il y a des centres de vaccination qui ont réduit leur voilure ou qui ont fermé. Maintenant, il y a des endroits en France, on le sait, où il faut rouvrir des centres de vaccination. On estime que dans les prochains jours, prochaines semaines, on va en rouvrir 300 déjà pour renforcer l'offre de vaccination. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui nous regardent ou qui nous écoutent, qui ont cherché hier à prendre un rendez-vous pour un rappel, qui n'ont pas trouvé de rendez-vous. Ce que je veux leur dire, c'est que évidemment, avec ces centres qui vont rouvrir,
avec des capacités qui vont se développer. Il y a des nouveaux créneaux de vaccination qui, évidemment, seront inscrits sur les plateformes. On a besoin aussi de bras pour vacciner. Je veux saluer les professionnels de santé qui se mobilisent. On a les doses. On a 26 millions de doses 26 millions de en doses. stock. Il y en a plusieurs millions qui sont déjà dans les frigos des pharmaciens, des médecins. Et évidemment, ils continuent à être approvisionnés en doses. Bien, si je ne fais pas mon rappel, je perdrai mon passe sanitaire. Vous perdrez votre passe sanitaire. Si vous avez plus de 65 ans au 15 décembre, si vous êtes à 7 mois après votre dernière injection, si vous avez moins de 65 ans, vous perdrez votre passe sanitaire à la mi-janvier. Si vous Le 15 janvier. Si vous êtes à 7 mois de votre deuxième injection. Et si je suis à 6 mois de ma deuxième injection? Si vous êtes à 6 mois de votre deuxième injection, vous ne perdez pas votre rappel. Bon, d'accord. Vous avez un mois. Je ne perds pas mon passe sanitaire. Non, votre passe sanitaire, pardon. Vous avez un mois pour faire votre rappel. Bon, le passe sanitaire, finalement, est un passe vaccinal. On ne le dit pas, mais vous ne le dites pas. Mais pourquoi? Parce que le test PCR valide 24 heures, ça implique un passe vaccinal. Passe sanitaire est transformé en passe vaccinal. Pourquoi ne pas le dire d'ailleurs? C'est pas un passe vaccinal parce qu'il y a encore la possibilité de se faire tester. Oui, mais on peut dire, Jean-Jacques heures. Bourdin, si vous voulez, ce qu'on peut dire après les mesures qu'on a annoncées hier, c'est que c'est devenu un passe maximal. Voilà, on a mis en place. Maximal. On a mis en place, c'est vrai, des nouvelles mesures. Qui font que ça resserre très fortement les choses, que ça fait peser plus de contraintes sur ceux qui ont fait le choix en conscience de ne pas se faire vacciner. Effectivement, jusqu'à aujourd'hui, ils pouvaient avoir le pass sanitaire en se faisant tester tous les 3 jours. Maintenant, s'ils veulent continuer à bénéficier du pass sanitaire, il faudra qu'ils se fassent tester tous les jours à leurs frais. Donc effectivement, ça resserre les choses, mais il y a toujours cette possibilité-là qui est donnée. Beaucoup de personnes se demandent si nous n'aurons pas l'obligation d'une 4e dose. Moi, j'entends que cette question 4e dose est posée. On me la pose. En Israël, elle est déjà posée. On me la pose déjà. Je ne peux pas vous répondre à cette question. J'aimerais pouvoir le faire. C'est les scientifiques qui apporteront cette réponse. Quand j'ai posé cette question à des scientifiques, ils m'ont répondu qu'il existe des pathologies pour lesquelles il y a un rappel de vaccination et puis ensuite il n'y en a pas d'autres, que pour d'autres pathologies, il est nécessaire de faire des rappels régulièrement. Qu'on ne sait pas ce qu'il en sera de la Covid. Ce qu'on sait en revanche avec certitude, c'est que le vaccin est remarquablement efficace. Il y a encore une étude de l'adresse de scientifiques qui montre que quand vous êtes vacciné, vous avez 4 fois moins de risque d'être contaminé et 9 fois moins de risque de faire une forme grave de la maladie. Donc c'est important non seulement de se vacciner, il y a encore des Français d'ailleurs qui font leur première dose. Le nombre de Français qui font leur première dose a continué à augmenter. Et donc il faut faire son vaccin et puis faire son rappel évidemment quand on y est éligible. Bien, des jauges, limiter les rassemblements. Il y a des mesures barrières, hein. Là aussi, ça fait partie des mesures barrières, parce que vous allez limiter les rassemblements, là aussi, fixer des jauges. Notre cap tout à l'heure, c'est de ne pas non plus en revenir à des jauges. Voilà, c'est notre objectif. Il n'y aura pas de jauge. Notre objectif, notre cap, c'est de ne pas en revenir à des mesures de fermeture, de couvre-feu, de confinement, de jauge. Voilà. Bon. Et toutes les mesures qu'on a annoncées, encore une fois, elles peuvent nous permettre de tenir sans en avoir à revenir à ces mesures. Encore une fois, il n'y a pas de fatalité face à cette 5e vague. Il y a les masques à l'intérieur d'un restaurant, d'un bar, pour circuler, obligatoire pour aller aux toilettes. Dans tous les lieux intérieurs. Dans tous les lieux intérieurs. Voilà. Les gestes barrières, on les répète, hein, le gel hydroalcoolique, les masques. Distance. Dans les restaurants d'entreprise, 2 mètres de distance minimale entre chaque convive. Oui, il y a un protocole sanitaire nouveau en entreprise qui va être publié, je crois, lundi, qui a été discuté entre ma collègue Elisabeth Borne et les partenaires sociaux, effectivement, pour renforcer là aussi les mesures barrières en entreprise. Télétravail, aucune obligation. Il n'y a pas d'obligation, mais vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui pratiquent le télétravail et c'est très bien. Je voyais d'ailleurs hier sur votre antenne une étude de l'Association nationale des DRH qui était relayée, qui montre que vous avez, je crois, 4 entreprises sur 10 aujourd'hui qui pratiquent le télétravail. Il y a 20 000 accords de télétravail qui ont été signés en entreprise. Et donc évidemment, c'est une pratique qui s'est beaucoup développée à l'occasion du Covid et c'est très bien. Dans les classes, les écoles élémentaires, à partir de la semaine prochaine, hein, vous me confirmez, à partir de la semaine prochaine, un cas, la classe ne sera pas fermée. Oui. Expliquez-nous comment ça va se passer. Jusqu'à maintenant, quand vous aviez un cas positif en primaire, vous aviez toute la classe qui fermait et les enfants qui rentraient chez eux. On est à, je crois, 8500 classes qui sont fermées aujourd'hui du fait de ce modèle. On voit que c'est très contraignant pour les familles. Et que c'est contraignant aussi pour les enfants qui ne peuvent plus aller à l'école pendant qu'ils sont chez eux, évidemment. Qu'est-ce qu'on a fait depuis plusieurs mois? On a mis en place une expérimentation dans 10 départements. On a testé une autre solution. C'est de dire, quand il y a un cas positif, la classe ferme, mais on teste l'ensemble des élèves de la classe, et dès lors qu'ils ont un test négatif, ils peuvent revenir en classe. Et donc la classe peut rouvrir et rester ouverte. On aura les résultats définitifs de cette étude, je crois, en fin de semaine prochaine, mais les premiers résultats dont on dispose, c'est ce que disait Jean-Michel Blanquer, montrent qu'il n'y a pas de surcontamination et que ça permet en plus aux enfants de continuer à aller à l'école.
généralisée en France, où maintenant, quand il y aura un cas positif dans une classe, les enfants se feront tester et lorsqu'ils seront négatifs, ils pourront continuer à aller en classe. Continuer à aller en classe. Bien. Suspension des vols entre le Maroc et la France à partir de quand ? Alors, on a effectivement été notifié par les Marocains. Dans un premier temps, il était prévu que ce soit suspendu à partir d'aujourd'hui. Et ils ont confirmé à notre ambassadrice ce matin que cette suspension des vols était décalée à dimanche soir. Dimanche soir. Pour laisser le temps, évidemment, à nos ressortissants. Provisoire, combien de temps Vous avez des précisions? Ils n'ont pas annoncé de fin de cette mesure. C'est une mesure qu'ils avaient prise avec d'autres pays européens depuis plusieurs semaines. Évidemment, nous, on appelle nos ressortissants de passage à regagner la France et à profiter de ces jours qui ont été rajoutés pour regagner la France, puisqu'on ne sait pas combien de temps cette suspension va durer. Gabriel Attal, 27 migrants morts noyés dans la Manche mercredi, dont une enfant et une femme enceinte. Et Boris Johnson, qui écrit à Emmanuel Macron, il appelle la France à reprendre tous les migrants qui traversent la Manche. Il propose un accord bilatéral de relocalisation. Que répondez-vous ? Que répond la France ce matin sur RMC et BFM TV ? Je dis au nom du gouvernement français que c'est une lettre qui est à la fois indigente sur le fond et qui est totalement déplacée sur la forme. C'est une lettre qui est indigente sur le fond parce qu'elle ne respecte pas tout le travail qui est fait par nos gardes-côtes, par nos policiers, par nos gendarmes, par nos sauveteurs en mer, qui au quotidien se mobilisent. Il y a eu 7800 personnes migrantes dont on a empêché la noyade depuis le début de l'année dans la Manche grâce à leur mobilisation. Elle est indigente sur le fond parce que ce qu'elle propose, que vous avez dit, cet accord de relocalisation, je ne sais pas comment il faut l'appeler, c'est évidemment pas ce dont on a besoin pour régler ce problème. Ce dont on aurait besoin, c'est que les Britanniques nous envoient des officiers de protection pour examiner les demandes d'asile qui les concernent depuis le territoire français. Ils ne le font pas ? Ils ne le font pas et c'est ce que nous on a fait, Jean-Jacques Bourdin, quand vous avez des bateaux qui sont arrivés avec des migrants en Italie, à Malte, avec des migrants sur ces bateaux qui déclaraient vouloir demander l'asile à la France, on a envoyé des officiers de protection sur place pour examiner les demandes d'asile et pour prendre notre part. C'est ça dont on a besoin. Elle est indigente, cette lettre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Britanniques se moquent de nous ? Gabriel Attal ? Elle est déplacée sur la forme, comme je le disais, parce qu'elle ne correspond pas du tout aux échanges que Boris Johnson a eus avec le président de la République, encore mercredi soir au téléphone. Et je vais vous dire, il y en a marre des doubles discours. Voilà. Et il tient un double discours, bien sûr, Johnson. Et il y en a marre de l'externalisation permanente des problèmes. C'est à se demander maintenant si Boris Johnson ne regrette pas d'avoir quitté l'Europe parce que dès qu'il a un problème, il considère que c'est à l'Europe de le gérer. Ça fonctionne pas comme ça. Voilà, ça fonctionne en coopération entre les pays de l'Union européenne il dit, mais cet et accord notre voisin stopperait les traversées, les migrants n'ayant plus de perspectives en Grande-Bretagne. C'est évidemment pas le cas. Vous savez pourquoi ils ont des perspectives ? Ils nous rejettent la responsabilité. Mais évidemment, et vous savez pourquoi ? Ils rejettent la responsabilité sur la France. Vous savez pourquoi aujourd'hui vous avez des migrants qui veulent passer en Grande-Bretagne ? D'abord parce que vous avez un patronat en Grande-Bretagne qui utilise totalement les migrants qui viennent... 1 500 000 clandestins en Grande-Bretagne. Voilà, qui les utilisent avec des jobs ultra précaires et qui les font travailler. Et donc évidemment, pour des migrants, c'est une perspective qui les attire. Ils vont là-bas aussi pourquoi ? Parce que la Grande-Bretagne fait beaucoup moins respecter ses règles et fait beaucoup moins de reconduite à la frontière que la France. On critique régulièrement la politique de la France sur ce sujet. On fait beaucoup plus de reconduite à la frontière que les Britanniques. Voilà. Et donc, qu'ils commencent par faire appliquer leurs règles, qu'ils fassent de la coopération pour faire venir des officiers de protection en France pour examiner les demandeurs d'asile, qu'ils nous aident à démanteler. Est-ce que nous allons dénoncer les accords du Touquet ? Est-ce que la France... Mais Jean-Jacques Bourdin, on peut se poser toutes les questions sur Pourquoi ne pas accords. dénoncer les accords du Touquet ? Parce que vous ne pourrez jamais changer ni la géographie, ni les équilibres géopolitiques, ni le désir de migrants qui ont envie de se rendre aujourd'hui en Grande-Bretagne. C'est une réalité. C'est ça la situation. Oui, mais là, la France... Mais pardon, c'est absurde. C'est absurde, Gabriel Attal. La France retient de force sur son sol des personnes qu'elle ne veut pas garder et qui veulent partir. Voilà où on en est. Mais précisément, c'est pour ça qu'on a besoin de davantage de coopération avec les Britanniques, pour qu'ils puissent examiner des demandes qui sont faites qui seraient faites sur notre sol de la part de migrants qui ne demandent pas l'asile en France. Oui. On a un système d'asile en France pour des personnes qui sont persécutées dans leur pays. Ils veulent aller au Royaume-Uni, qu'ils coopèrent davantage, qu'ils coopèrent aussi, et ça me tient à cœur, Jean-Jacques Bourdin, sur la question des passeurs. Oui. Parce que finalement, si on se retrouve dans ces situations, c'est aussi parce que vous avez des rentiers de la misère du monde qui profitent de cette misère. C'est-à-dire que les Britanniques ne coopèrent pas ? Vous avez aujourd'hui... Pour arrêter les passeurs ? Aujourd'hui, vous avez des passeurs qui sont installés, non pas en France, mais qui organisent ces réseaux depuis d'autres pays. La Grande-Bretagne, mais aussi depuis d'autres pays européens. C'est pour ça qu'on a une coopération européenne. Et donc, vous avez besoin d'une coopération renforcée. Je vous donne un exemple. Les passeurs qu'on a interpellés dans la nuit de mercredi. Je crois qu'il y a 5 passeurs qui ont été... Qui sont-ils d'ailleurs ? Quelle nationalité ces passeurs ?
j'ai pas davantage de précisions à vous donner, Oui. mais en tout cas, ce qu'on a constaté, c'est que leur matériel, les bateaux pneumatiques qui étaient utilisés pour faire passer les migrants à travers la Manche, ils avaient été achetés, je crois, en Allemagne. Voilà. Donc il faut plus de coopération entre les pays. C'est pour ça que dimanche se tiendra une réunion avec Gérald Darmanin, ses homologues allemands, des Pays-Bas, de Belgique, la Commission européenne, pour être plus efficace dans la coopération internationale et européenne sur la question des passeurs. Est-ce que vous demandez à la Grande-Bretagne la mise en place d'une route légale pour permettre de rejoindre les îles britanniques? J'ai dit ce que je demandais à l'instant et ce que nous attendions des Britanniques et ce qui changerait la donne si les Britanniques Et si les Britanniques ne répondent pas, nous faisons quoi? Écoutez, nous, en tout cas, Nous faisons quoi? mais notre souhait, c'est de continuer à avancer en coopération. C'est pour ça que dimanche va se tenir une réunion importante pour continuer à avancer. Je veux quand même insister sur le fait, quand même, que depuis le début de l'année, on a arrêté 1500 passeurs. On a démantelé 44 réseaux de passeurs en France. On a, je le disais tout à l'heure, près de 8000 personnes qui ont été sauvées dans la Manche grâce à la mobilisation de nos sauveteurs. On a 12 000 personnes qui ont été mises à l'abri en France. On a 2200 repas qui sont servis tous les jours à Calais, à Grande-Sainte, pour des migrants qui sont dans une situation de dénuement. Donc il y a une mobilisation absolue des autorités françaises. Je veux bien croire à Gabriel Attal, mais je me mets à la place d'Emmanuel Macron. Il n'y en a pas assez de voir la Grande-Bretagne lui rironner. Lui rironner dans l'affaire des sous-marins australiens, parce que la Grande-Bretagne est partie prenante dans cette affaire. Lui rironner dans l'affaire des pêcheurs. Les fameuses 150 licences que la Grande-Bretagne doit aux pêcheurs français. Où en est-on? J'ai vu ce matin que le port de Saint-Malo était bloqué par les pêcheurs français. Jean-Jacques Bourdin, c'est toute l'Europe qui attend de la part des Britanniques un partenaire avec lequel elle peut travailler. Je veux dire, parce que quand vous parlez de ces sujets-là, ça peut commencer par des sujets français qui ne sont pas respectés, mais derrière, c'est peut-être d'autres dispositions de l'accord du Brexit qui ne seraient pas respectées et qui concernent l'ensemble des pays européens. C'est ça qui se joue. Nous, ce qu'on dit... L'Europe doit frapper maintenant, frapper du poing sur la table face à la Grande-Bretagne. On fait plus que ça, on met une pression maximale depuis maintenant plusieurs mois. La France, il y a une mobilisation qui a augmenté au niveau européen. Il faut dire que ça a démarré un peu tard, on peut le dire. Mais maintenant, il y a une mobilisation au plus haut niveau européen. Nous, on demande une chose toute simple et toute claire. Il y a un accord qui a été signé entre les Britanniques et l'Union européenne dans le cadre du Brexit. Nous, on demande tout simplement que cet accord il soit respecté. Et vous avez aujourd'hui des Britanniques qui disent telle mesure, finalement, elle ne nous arrange pas. On ne va pas la respecter. C'est l'accord à la carte. C'est pas possible. Parce que ça commence peut-être avec la pêche, puis après c'est l'Irlande du Nord, puis après c'est d'autres mesures de l'accord qui concernent l'ensemble des pays européens. Le commerce, etc. Et donc il faut être extrêmement ferme, et c'est ce qu'on fait. Il y a un conseil de partenariat dont la demande a été faite pour qu'ils se réunissent et pour qu'on puisse avancer sur ce sujet-là. Je veux quand même dire, Jean-Jacques Bourdin, que notre mobilisation ces dernières semaines, elle n'a pas été vaine, puisque le nombre de licences qui n'ont pas encore été accordées pour nos pêcheurs 150 encore. A diminué. On n'était pas à 150 il y a quelques semaines, mais ça montre qu'il faut poursuivre la mobilisation. Est-ce que la France obtiendra la totalité des licences demandées, réclamées? On se bat pour ça. Et moi, je veux rendre hommage à nos pêcheurs. Parce que qu'est-ce qu'ils font depuis un an? Ils sont extrêmement résilients, ils sont patients. Vous avez des Britanniques... Nous obtiendrons ces licences. Vous avez des Britanniques qui leur ont demandé plein de documents, de précisions, comme s'ils ne les avaient pas déjà. Ils ont été patients, ils ont été résilients, ils ont une inquiétude et une angoisse parce que c'est leur travail, on parle de leur outil de travail et souvent de celui de leur famille, parce que derrière un pêcheur, vous avez souvent son épouse, ses enfants parfois qui travaillent avec lui aussi. Et donc, moi, je veux vraiment saluer leur courage et leur résilience. Nous obtiendrons ces licences. On ne lâchera pas nos pêcheurs, on va continuer à se mobiliser pour eux. Et c'est ce qu'on a fait depuis le début de cette crise, encore une fois. Vous êtes mobilisés, mais je vous demande si vous obtiendrez les licences. Vous avez vu que notre mobilisation, elle a permis d'obtenir des résultats. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il faut la poursuivre. Bien. J'ai vu que Gérald Darmanin avait annulé sa rencontre avec la ministre britannique de l'Intérieur. Effectivement, suite à la lettre qui a été envoyée, encore une fois, indigente et déplacée, on a dit, Gérald Darmanin a dit à son homologue ministre de l'Intérieur britannique qu'elle n'était plus la bienvenue à la réunion que nous organisons dimanche avec leurs autres homologues qui, eux, travaillent en coopération ensemble. Bien. Aux Antilles, situation quasi insurrectionnelle, et notamment en Martinique, où la Guadeloupe, ça s'est un peu calmé, mais pas en Martinique. Des équipes de BFM TV et RMC ont essuyé des tirs à balles réelles. Et il y a aujourd'hui des barrages. On n'approche plus de ces barrages, avec des forces de l'ordre qui sont prises à partie, avec des tirs à balles réelles. On est en situation insurrectionnelle. Est-ce que le gouvernement envisage d'envoyer l'armée? Moi, je veux rendre hommage à votre équipe. Je crois que j'ai lu qu'il y avait aussi un journaliste de Paris Match qui était concerné. Et puis, il y a aussi un photographe de l'AFP, autre photographe. Je veux leur rendre hommage. On ne peut pas accepter en France, nulle part dans le monde, mais en l'occurrence, moi je suis porte-parole du gouvernement français,
que des journalistes soient pris pour cible quand ils font leur travail et qu'ils se retrouvent à essuyer des tirs à balles réelles. C'est totalement inacceptable. On a vu il y a quelques jours en Guadeloupe déjà que des forces de l'ordre avaient été visées par des tirs à balles réelles. Et donc évidemment, fermeté absolue face à ces situations. Mais on fait quoi, fermeté absolue? On envoie des forces supplémentaires, ce qu'on a fait. Il y a aujourd'hui, pour ce qui est de la Guadeloupe, 2250 officiers de sécurité, police, gendarmerie, RAID, GIGN qui sont mobilisés. Vous avez d'ailleurs dit que la situation en Guadeloupe s'était relativement calmée, apaisée. Ensuite, c'est fermeté dans les interpellations. Plus de 100 interpellations qui ont eu lieu ces derniers jours. Et je l'espère, fermeté dans les condamnations, puisque la justice est saisie et qu'il commence à y avoir des condamnations. Voilà. Et évidemment, il faut aussi du dialogue, mais moi, je ne mélange pas les choses. Les personnes qui aujourd'hui sont dans des pillages, sont dans des agressions vis-à-vis des forces de l'ordre, des journalistes ou tout simplement d'autres Français, c'est inacceptable et il faut de la fermeté. Ensuite, évidemment qu'il faut du dialogue. Vous savez, hier, Sébastien Lecornu réunissait les maires de la Guadeloupe en visioconférence. Ils se sont accordés sur une méthode de travail pour aller encore vers l'apaisement et pour continuer à travailler ensemble. C'est comme ça qu'on va y arriver aussi, mais il y a une fermeté absolue. On a toujours protégé nos concitoyens des Antilles. Alors, si la situation s'aggrave, est-ce que le gouvernement envisage d'envoyer des militaires? Non, ce que je vous dis, c'est qu'on a renforcé très fortement les policiers, les gendarmes, avec un appui du RAID et du GIGN sur place. Et vous l'avez dit, en Guadeloupe, on a constaté, je suis prudent quand même, mais on a constaté ces dernières nuits une situation qui s'était relativement stabilisée. Gabriel Attal, dernière question. Est-ce que vous avez regardé l'émission Envoyé spécial hier soir sur France 2? Je n'ai pas regardé l'émission, j'ai vu des extraits sur les réseaux sociaux en rentrant chez moi tard hier soir. Les faits sont prescrits, mais les témoignages demeurent. Faut-il remettre en cause la prescription? Moi, j'ai vu ce que j'ai vu hier. C'est des témoignages, encore une fois, que j'ai vus sur les réseaux sociaux qui sont poignants, voire glaçants pour certains, et qui nous rappellent la nécessité que la justice puisse faire son travail dans ces situations et face à de tels actes. Oui, mais c'est comme ça qui est important. La justice ne pourra pas faire son travail, en l'occurrence. Alors, c'est pas tout à fait vrai, puisque même pour des faits qui apparaissent prescrits, la justice peut enquêter, ne serait-ce que pour vérifier si d'autres faits plus récents qui ne sont pas prescrits ont été commis. Donc c'est important de le rappeler, c'est ce qu'Éric Dupond-Moretti, mon collègue garde des Sceaux, rappelait hier matin. Et donc c'est important, on a beaucoup fait, vous savez, depuis le début de ce quinquennat, pour mieux recueillir la parole des femmes. Il y a depuis le mouvement MeToo une parole qui s'est libérée. Et je le dis, c'est heureux. C'est important que les femmes osent parler, qu'elles puissent s'exprimer et surtout qu'elles soient crues et que leurs témoignages puissent être recueillis dans de bonnes conditions par la justice, Vous par des forces de sécurité. regrettez à l'époque le soutien du gouvernement à Nicolas Hulot? Non mais attendez, on était dans lors du premier témoignage. Je me souviens, j'étais pas au gouvernement à l'époque. Ce dont je me souviens à l'époque, c'est qu'il y avait un témoignage d'une femme qui disait « Je ne veux pas qu'on parle de cette affaire. Je ne veux pas qu'on cite mon nom. » Voilà. Et il y a eu un soutien à l'état de droit, à la présomption d'innocence. Vous avez aujourd'hui des témoignages supplémentaires qui s'ajoutent, qui n'étaient pas connus à l'époque, que ce soit... Vous soutenez toujours la présomption d'innocence? Je soutiendrai toujours la présomption d'innocence, mais ça n'empêche pas aussi de soutenir la libération de la parole et la parole des femmes qui doit encore une fois être entendue, crue et respectée dans le cadre de notre état de droit et du fonctionnement de la justice. On a beaucoup fait avec Marlène Schiappa, aujourd'hui aussi avec Elisabeth Moreno, pour mieux former nos policiers, nos gendarmes à recueillir la parole des femmes, pour développer les endroits où on pouvait déposer plainte, pour lancer la plainte en ligne, pour soutenir les femmes psychologiquement, juridiquement quand elles veulent porter plainte. Évidemment, il faut poursuivre cette action. Merci Gabriel Attal d'être venu nous voir ce matin, porte-parole du gouvernement sur RMC et BFM TV, il est 8h53.